Aujourd'hui, Internet, on va parler du futur de Donjon Dragon. Et oui, Donjon Dragon, le grand-papa des jeux de rôle, celui qui est probablement le plus connu et le plus pratiqué, va bientôt avoir 50 ans. Et ça fait 10 ans déjà que la 5e édition est parue et pratiquée. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, en 2024, va paraître le futur de Donjon Dragon, ce que plusieurs personnes appellent encore One D&D. Donc, c'est pas vraiment une nouvelle édition du jeu, c'est un peu une remouture de la 5e édition. Donc, on remâche les règles et les gens ont eu toutes sortes d'émotions par rapport à ça. C'est difficile parce que certains auraient vraiment aimé entendre que c'était la 6e édition et qu'on réécrivait, qu'on retournait à la table à dessin pour tout changer. Et d'autres aimaient encore énormément la 5e édition et ne voulaient pas que tout change, ne voulaient pas avoir à racheter tous les livres. Alors aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous faire un tour d'horizon de ma vision, de ce que j'ai vu dans les derniers Unearthed Arcana. Il y a déjà des playtests avec les futures règles qui circulent. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire les 5 choses qui m'emballent le plus pour le futur de Donjon Dragon. Et la semaine prochaine, je vais vous parler des 5 choses qui m'inquiètent un peu ou qui m'excitent un peu moins. Mais avant toute chose, je vous inviterai à aller vous abonner. On essaye d'atteindre le 5000 abonnés sur la chaîne Jeux de rôle avant la fin de l'année. Fait qu'on a besoin de votre aide. Allez-y, abonnez-vous. Vous ne le regretterez pas. Alors, sans plus tarder, les 5 choses dans le playtest que j'ai trouvées les plus intéressantes. Parce que oui, bien sûr, on va changer quand même quelques petites affaires. Donc, le jeu devrait rester compatible avec tout le matériel publié pour la 5e édition. Mais il y a certaines choses qui changent pour le mieux. La première chose, moi, que je trouve géniale, c'est les dons. Donc, les dons vont prendre beaucoup plus de place dans la future édition du jeu. Dans One D&D, chaque historique de personnage va vous procurer un don. Puis c'est important, là, il faut prendre ça avec un gros grain de sel parce qu'il y a plusieurs choses déjà qui bougent. Fait que c'est des playtests, fait que les règles finales peuvent être très, très différentes de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais quand même, dans le playtest, moi, j'ai adoré voir un plus grand accès aux dons. Parce que les dons, c'est tellement le fun, c'est comme un petit pouvoir unique à toi. Puis le fait d'avoir des dons dès le niveau 1 pour tous les personnages, je trouve ça vraiment chouette. Puis surtout qu'ils ont pris certains dons classiques, comme Lucky, chanceux, comme soigneur, et ils les ont ajustés pour qu'ils soient un peu moins forts. Parce que c'était connu dans Donjon Dragon 5e édition qu'il y avait certains dons qui étaient incroyablement forts et d'autres qui étaient juste négligeables, que personne ne prenait jamais parce qu'ils ne vous procuraient aucun effet mécanique. Mais là, ils ont vraiment fait un effort pour avoir un lot de dons niveau 1. Donc, tout le monde commence avec un don dès le niveau 1, un petit pouvoir unique pour vous. Et en plus, il va y avoir maintenant des dons au niveau 4 et d'autres dons tout au long de votre carrière d'aventurier. Donc, oui, il y a des dons qui sont plus puissants, qui donnent des effets un peu plus potents, mais ça va prendre un certain moment avant que vous puissiez y avoir accès. Fait que ça, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là. Même si je sais qu'on se rapproche peut-être un petit peu de ce que la 3e édition avait fait avec les dons. Ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça compliqué, mais pour l'instant, la plupart des dons semblent attachés à des choses que vous devez choisir de toute façon. Donc, je ne pense pas que ça va être une arborescence de dons que vous allez devoir lire 36 entrées avant de choisir le don qui vous convient. Ils veulent quand même garder ça simple, fait que ça me plaît. La deuxième chose que j'ai vraiment aimé, c'est dans le dernier Unearthed Arcana, ils ont lancé quelques petits extraits de choses qui étaient pour être publiées dans le manuel du maître en 2024. Et il y a une règle optionnelle qui s'appelle la règle du bastion. Le bastion, c'est votre base comme aventurier. Et ils ont installé tout un lot de règles pour micro-gérer un peu votre bastion, donc votre château fort, votre taverne, votre auberge, votre manoir. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est pas trop compliqué. Donc, ça garde quand même un aspect un peu réaliste. Vous avez un lot de pièces que vous pouvez intégrer dans votre bastion et chacune des pièces vous donne un petit pouvoir.
va vous donner des points de bastion que vous allez pouvoir échanger pour de l'influence auprès de la région où se trouve votre quartier général. Puis c'est assez simple, j'ai cru comprendre qu'un tour de bastion se faisait à peu près à tous les 7 jours de jeu. Il vous recommande d'en avoir peut-être une dizaine dans un niveau pour vos joueurs. Fait que on n'y pense pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, dans des moments un peu plus tranquilles dans l'aventure, on peut faire un tour du bastion pour savoir un peu ce qui se passe à la maison. Puis on peut aussi donner des ordres quand on passe au quartier général pour donner des activités à faire à chacune des pièces et à chacun de vos employés. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'intégrer dans des mécaniques de jeu quelque chose d'un peu plus crunchy qu'on faisait tous déjà un petit peu à notre manière. Tout le monde avait ses règles maison, mais là, je trouve ça très excitant. Puis il y avait des petits pouvoirs aussi que le bastion peut vous donner selon les pièces que vous intégrez dans votre manoir. Fait que c'est très, très chouette. La troisième affaire que j'ai trouvée vraiment super, puis je suis vraiment content que le jeu aille dans cette direction-là, c'est que les historiques de votre personnage prennent beaucoup plus de place. Donc, quand vous créez votre personnage, oui, vous avez votre espèce, quel genre de créature vous êtes, votre classe, c'est quoi votre métier, mais vous avez aussi votre historique qui va avoir une grosse, grosse incidence mécanique dans cette future édition, si on peut en croire les derniers Unearthed Arcana. Donc, l'historique, finalement, va non seulement pouvoir vous donner des avantages à certaines de vos habiletés, mais en plus peut vous donner un don, peut vous donner un pouvoir, peut vous donner votre équipement de départ. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui reposent sur qu'est-ce que tu as choisi de faire de ta vie avant de devenir un aventurier. Est-ce que tu étais un ermite? Est-ce que tu étais un soldat? Est-ce que tu étais un criminel? Est-ce que tu étais un troubadour? Fait que je trouve ça le fun parce que ça va aussi beaucoup encourager les joueurs à penser à leur historique, à leur passé. Qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années? Puis combiner des choses qui sont peut-être un petit peu farfelues. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'un guerrier qui a été un ermite, par exemple. Donc, d'aller dans des trucs qui sont peut-être un petit peu plus funky. Je suis curieux de voir ce qui va rester de ces règles-là au final dans la version qu'on va voir en 2024. Mais j'aime beaucoup que l'historique, ce soit pas comme une anecdote finalement, parce que c'était beaucoup ça dans 5e édition. On choisissait qu'on avait été un criminel, mais ça nous donnait pratiquement rien mécaniquement. C'était surtout du flavor, comme on dit. Fait que ça aidait à construire l'histoire, mais mécaniquement, il n'y avait pas d'incidence. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. J'ai hâte de voir où ça va aller. La quatrième chose que j'ai trouvée super intéressante dans les derniers playtests, c'est le concept de Weapon Mastery. Donc, c'est la maîtrise des armes. C'est un concept qui est réservé aux classes martiales, qui fait qu'à certains niveaux, tu vas débloquer les habiletés spéciales d'une arme. Donc, si tu deviens vraiment très habile avec ton marteau de guerre, que tu as Weapon Mastery avec, tu vas peut-être pouvoir pousser tes ennemis quand tu utilises ce type d'arme-là. Fait que c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que chaque arme a comme un super pouvoir, mais qui est accessible juste si vous êtes extraordinaire à la maîtriser. Certaines armes vont pouvoir entraver vos adversaires, certains vont pouvoir en attaquer plusieurs d'un coup, certains vont pouvoir infliger du dégât même si vous ne touchez pas votre cible. Fait que c'est vraiment chouette, puis ça donne vraiment l'impression qu'on se spécialise dans certaines armes. Puis ça faisait longtemps aussi que je me disais, toutes les armes dans Donjon Dragon, finalement, oui, ok, j'ai un marteau de guerre ou une masse ou un Morgenstern, même si c'est des dégâts différents, au final, ça revient pas mal tout à la même chose mécaniquement. Mais là, d'avoir une habileté reliée à certaines armes, mais que pour pouvoir en profiter, il faut que tu sois un spécialiste de cette arme-là, je trouve ça vraiment chouette. Je vois déjà toutes sortes de combos qu'on va pouvoir utiliser avec. Puis, je sais pas, ça enflamme beaucoup mon imagination d'imaginer quelqu'un qui se bat avec un filet ou un fouet. Puis de voir que finalement, ce ne sera pas la tyrannie des grosses armes à deux mains pour toutes les classes martiales parce que tu veux faire juste le plus de dégâts possible. Soudainement, il y a un aspect tactique intéressant relié au choix de l'arme que vous utilisez. Et en 5e place, ce que j'aime beaucoup, c'est les nouvelles habiletés de plusieurs classes. Oui, on doit quand même rester très proche de ce que les classes étaient dans la 5e édition parce qu'il faut que ça soit compatible, mais j'aime la philosophie du design d'essayer de trouver le barde qui soit le plus barde. Quelle est l'habileté qu'on peut donner au barde
pour vraiment qu'il incarne l'archétype qu'on imagine tous quand on joue à Donjons Dragons et qu'on fait un barde ou un warlock, par exemple. Puis je dois dire que dans les derniers Unearthed Arcana, là, le 8 puis le 7, j'ai vu beaucoup de trucs qui sont super convaincants. Le Warlock, par exemple, a une habileté que j'aime beaucoup qui est de contacter son patron. Donc de pouvoir entrer en contact avec l'entité qui lui donne ses pouvoirs. On le faisait tous un petit peu de façon homebrew, flavor. Bien sûr que le Warlock entrait en contact avec son patron, c'est ça qui est le plus cool. Mais là, il y a une mécanique pour le faire. Donc le Warlock peut prendre la décision d'essayer d'entrer en contact avec l'entité qui lui donne ses pouvoirs. Le Bard aussi a des habiletés qui sont vraiment, vraiment chouettes. Contre-charme, entre autres, qui devient vraiment awesome. Donc, contre-charme, personne ne l'utilisait dans 5e édition, mais là, ça donne l'habileté au Bard d'utiliser sa réaction pour faire relancer un jet de sauvegarde quand un de ses alliés est charmé ou contrôlé mentalement. Fait que ça, c'est génial. Il peut briser un enchantement en faisant comme « Non! » C'est l'idée que je me fais aussi du Bard qui utilise sa réaction pour sauver un de ses alliés. J'aime beaucoup aussi le Roublard qui a une habileté maintenant qui s'appelle Cunning Strike. Fait qu'il peut échanger des D6 de son attaque sournoise pour, en échange, avoir des attaques qui sont handicapantes, qui vont nuire à son adversaire, qui vont le ralentir ou qui vont lui donner des avantages. Fait que ça aussi, c'est des choix tactiques qui sont réellement intéressants puis qui vont vraiment dans mon imaginaire avec c'est quoi le roublard le plus roublard que je peux imaginer, t'sais. Fait que oui, ça, c'est les éléments qui m'excitent le plus dans cette nouvelle édition-là, qui va paraître en 2024. Fait que je vous invite à aller voir justement les documents des playtests. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en mode exploration. Donc, parfois, il y a des règles qui ont été réécrites, puis il y a certaines réécritures qui vont changer encore, on le sait. Mais on teste beaucoup de choses et on peut donner notre avis. Fait que oui, allez-y, vous pouvez remplir les sondages pour donner votre avis à Wizard of the Coast pour essayer d'obtenir finalement l'avis général. Fait que si vous voulez vous prononcer sur ces playtests-là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Fait que allez-y, allez voir ça. C'est sur leur site, c'est gratuit, mon Dieu Seigneur. Fait qu'il faut en profiter en anglais, bien sûr, mais quand même. Fait que vous, qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette nouvelle édition du jeu? Allez-vous l'essayer? Allez-vous y jouer? Fait que laissez ça en commentaire et on se revoit la semaine prochaine pour parler de ce qui m'excite un peu moins.